We are killing ram, killing goats, killing fowl. Me as I dey like this, I dey bush am. Busha. Ah, I dey bush am the thing. If you say na human being, I dey bush am. If you say na cow, I dey bush am. It's not like this. If they say ma bush am, you, I go bush am you. L'abattoir de Faba, le plus grand du Nigeria. Et ce n'est pas juste un décor. Ah non, c'est le premier acte. Et il est brutal. Le mot est faible. Brutal, oui. Environ 3000 têtes de bétail abattues chaque jour. C'est une cadence industrielle. C'est ça, mécanique. Mais le plus glaçant, c'est la parole d'un boucher. Il faut que je la cite. Je peux massacrer n'importe quoi. Même un être humain, je pourrais le massacrer. Comme vous, si on me demande de vous massacrer, je n'hésiterai pas. Il faut qu'on s'arrête là-dessus. Ça me donne des frissons. Comment on peut en arriver à dire une chose pareille? Le vrai choc ici, ce n'est pas la violence elle-même, c'est sa normalisation, sa banalisation. Comment ça? L'abattoir, en fait, ça fonctionne un peu comme une usine à indifférence. Imaginez que votre métier, c'est de tuer 8 heures par jour. D'accord. Au bout d'un moment, la mort, ça devient une routine. C'est un produit. Et la barrière mentale qui protège la vie humaine, qui nous fait dire non, ça c'est différent, eh ben, elle commence à s'éroder. Donc ce n'est même plus une question de bien ou de mal, c'est une question de compétences techniques. Je sais massacrer, point. Voilà. Qu'il s'agisse d'une vache ou d'un homme, le geste est le même. C'est terrifiant. C'est exactement ça. Le véritable danger de cet environnement, c'est qu'il désensibilise. La violence devient abstraite, un simple travail à effectuer. Et cette violence, elle ne reste pas à l'intérieur de l'abattoir? Bien sûr que non. Elle infuse, elle déborde partout. C'est l'impression que ça donne. Elle se répand dans toute la société jusqu'à l'échelle la plus intime. Et c'est là qu'on rencontre le personnage principal de cette transcription. Le jeune homme. Oui, un jeune homme qui nous explique sans aucun détour comment il fait les poches pour survivre dans les rues de Lagos. On passe de la violence de masse à la violence du quotidien. Ce jeune homme précise qu'il est en 2e année à l'université. Voilà, ce n'est pas le cliché du criminel endurci. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a un pied dans l'avenir, les études, et un pied dans la survie la plus crue. La plus crue. Ce paradoxe de l'étudiant qui vole, c'est fou. Babe, we are like. Yeah. I see this brother here, plan B. I dey like babe, we short, we get bow leg. No way say, I go like this, you don't go shake. D'un côté, il construit son avenir, et de l'autre, il le met en péril à chaque instant. J'ai du mal à imaginer la gymnastique mentale. C'est parce qu'on pense avec nos catégories bien définies. Pour lui, il n'y a peut-être pas de contradiction. La rue finance l'université. C'est aussi simple que ça. Un calcul de survie. Exactement. Ce n'est pas un dilemme moral. La question, c'est pas est-ce bien ou mal fond, mais comment est-ce que je tiens jusqu'à demain pour pouvoir aller en cours? Le vol devient un outil de transition. Un job étudiant extrême, si on veut. Une étape. C'est une perspective assez vertigineuse. Et cette tension, on la sent dans ces interactions. Il y a une scène de méfiance incroyable autour d'un vol de téléphone. Ah oui. La phrase qui m'a vraiment marquée, c'est « La façon dont tu ouvres cette fermeture éclair me laisse le dos ouvert. » Tout est là-dedans. C'est ça, tout est dans le sous-entendu. Chaque geste est un signal. Chaque proximité est soit un danger, soit une opportunité. Cette phrase, c'est la définition même de la vie dans un état de vigilance permanente. Il ne dit pas « ne me vole pas », il dit « je vois ce que tu fais et ça me met en danger ». C'est une science de l'observation. Il faut lire les intentions des autres avant même qu'ils n'agissent. C'est ça, la survie. Ça doit être épuisant de vivre comme ça, de ne jamais pouvoir faire confiance. C'est le prix à payer. Chaque interaction est un calcul de risque. Et forcément, à un moment ou à un autre, cette tension, elle explose. C'est exactement ce qui arrive. Il raconte une bagarre, une altercation très violente pour une histoire de dette. Oui. On le traîne hors de chez lui, on lui déchire ses vêtements. Ce qui est poignant, c'est qu'il a l'air de ne pas comprendre pourquoi. Il dit « Je n'arrêtais pas de me demander quelle était ma faute, car je savais que je n'étais en rien responsable. » Ce sentiment d'injustice totale. Oui. Cette histoire, elle en dit long sur la façon dont les conflits se règlent quand il n'y a pas de filet de sécurité institutionnel. Pas police, pas de justice. Ou en tout cas, pas de confiance en elle. Du coup, qu'est-ce qui reste? La force brute. La rue devient le seul tribunal et la violence le seul verdict. Une dispute pour une dette dégénère immédiatement en humiliation physique.
Et cette violence n'est pas toujours directe, il y a des passages vraiment étranges. On parle de casser une bouteille sur la tête de quelqu'un, ça c'est clair. C'est assez direct, oui. Mais après, il y a cette histoire complètement surréaliste. L'eau qui passe par le nez et qui pourrait provoquer de l'hypertension, ça sort de nulle part, c'est une métaphore. Je pense, oui. C'est du langage codé. En surface, on parle d'une histoire bizarre d'eau et de maladie, mais en réalité, c'est un message de pouvoir. C'est une menace voilée. Absolument. C'est comme un chef mafieux qui dit « C'est une belle famille que vous avez là ». Le message est clair, sans être direct. Ça veut dire « Je peux te nuire de manière indirecte, insidieuse ». Et les conséquences sont invisibles, comme l'hypertension. Quelque chose qui te ronge de l'intérieur. Exactement. Et la preuve que le message est bien passé, c'est la suite. Le texte dit que tous les rois ont compris ce que cela signifiait et que le roi se tue. Le silence comme reconnaissance de la menace. Et message reçu. C'est un monde avec ses propres règles, ses propres codes, où le pouvoir ne s'exprime pas forcément par des cris, mais par des chuchotements lourds de sens. C'est fascinant de voir comment, au milieu de ce chaos, les gens s'accrochent à des choses pour exister. Le jeune homme, par exemple, a un surnom, Toby. C'est son armure. Dans un environnement qui broie les individus, qui les rend anonymes, avoir un nom, Toby, c'est affirmer « j'existe ». Ce n'est pas juste un nom. Non, c'est une réputation, une histoire. C'est un acte de résistance contre la déshumanisation. On n'est pas juste un jeune, on est Toby. Et au-delà de l'identité et du présent, il y a l'aspiration à un futur. C'est peut-être ce qui m'a le plus surprise. Quand on lui demande ce qu'il veut devenir, il répond « être conseiller ». C'est un point absolument fondamental. Il ne dit pas « riche » ou « partir ». Il dit « conseiller ». C'est l'antithèse totale de sa vie actuelle. C'est passer du pouvoir de la rue, qui est illégitime et précaire, à un pouvoir institutionnel, légitime, stable. C'est le rêve de sortie ultime. Mais qu'est-ce que ça représente pour lui au fond, conseiller ? Le pouvoir ? Le statut ? Ou simplement la sécurité ? Sans doute un mélange de tout ça. Mais c'est avant tout, je pense, un rêve de légitimité. Ne plus jamais avoir à regarder par-dessus son épaule. Être celui qui prend les décisions et non plus celui qui les subit. C'est ce qu'il fait tenir au final. C'est son horizon. C'est la preuve que même dans la situation la plus désespérée, l'espoir d'un avenir radicalement différent est toujours là. Cet espoir cohabite avec une forme de magie, de fatalisme. Il y a cette autre référence culturelle qui m'a interpellée. L'histoire du serpent ? Oui. Vous vous souvenez de ce serpent qui transportait de l'argent cette époque ? 36 millions. Ça sonne comme une de ces légendes urbaines que tout le monde connaît. Et ce genre de récit est très révélateur. Quand le chemin normal vers la réussite, le travail, les diplômes semble bouché, l'imaginaire collectif s'empare de ce genre d'histoire. Le miracle. C'est ça. C'est l'idée que la richesse peut tomber du ciel, de manière inexplicable, surnaturelle. Une sorte de ticket de loterie mystique, quoi. Exactement. Et ça nourrit deux choses à la fois, un immense espoir, le coup de chance qui peut tout changer, et un certain cynisme. Lequel ? L'idée que l'argent est de toute façon lié à des forces étranges, occultes, et pas au mérite. C'est une façon de donner un sens à l'injustice de la répartition des richesses. Si un serpent peut devenir riche, alors tout est possible. Le meilleur comme le pire. Un autre homme, lui, il est beaucoup plus évasif. On lui demande ce qu'il fait, il répond juste en anglais « I bush anything ». Je bussonne n'importe quoi. Voilà, on devine que ça veut dire « je me débrouille ». Mais on sent bien que ça couvre un spectre d'activités, pas toutes très claires. Mais le personnage qui incarne vraiment toute cette complexité, c'est Mombassa. Ah, Mombassa. Oui, alors là, on change de dimension. Le type se présente lui-même comme un mafia. Carrément. Carrément. Son boulot officiel, à l'abattoir, c'est de tuer des béliers, des chèvres. Bon. Mais à côté, il se décrit comme un peacemaker, un pacificateur, et même le King of Settlements. Le roi des règlements. Le roi des règlements. Il explique, très calme, qu'il intervient pour récupérer des téléphones volés. Il cite les modèles, le 17, le 16, et il dit, plein d'assurance, si je mets ma marque dessus, ils le rendront. Mais comment c'est possible ? Être le mafieux et le justicien en même temps ? Parce qu'il est le pur produit d'un système où l'ordre officiel, la police, l'État, ils sont absents. Ou alors ils sont complètement inefficaces. Donc un ordre informel se met en place pour combler le vide. Ça, il est à la fois le symptôme du problème et en même temps la seule solution qui semble marcher sur le terrain. C'est ça, le poison et l'antidote. Exactement.
Il représente une menace, le mot mafion, c'est pas anodin, mais il offre aussi une forme de justice locale. C'est lui qui maintient un équilibre, aussi précaire soit-il. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de justice? Ou est-ce que c'est pas simplement la loi du plus fort qui s'est organisée? C'est toute l'ambiguïté. Ce n'est pas la justice au sens où nous on l'entend avec des lois, des tribunaux. Non, c'est un système de régulation par la réputation et par la force. Mais dans un monde où le vol est une compétence, le fait qu'il y ait une instance, même comme ça, qui puisse dire « stop », ça revient à son propriétaire, c'est une forme d'ordre. C'est une forme d'ordre, oui. Et le fait même qu'un personnage comme lui existe et soit nécessaire, ça nous en dit long sur l'échec de l'État à cet endroit précis. Et ce qui est bouleversant, c'est que derrière cette violence, derrière cette carapace de mafiants ou de voleurs, il y a des rêves. Des rêves complètement brisés. On demande à un homme ce qu'il aurait fait dans une autre vie. Sa réponse est immédiate, sans une seconde d'hésitation. Pilote. Et la façon dont il le décrit, c'est d'une poésie folle. Il dit je ne veux pas d'une voiture, je veux être à l'intérieur, comme ça. Aller et venir chaque jour. Chaque heure, tu voles, tu atterris à nouveau. Le contraste est saisissant. Ah oui! L'abattoir, c'est la terre, la boue, le sang. Et son rêve, c'est le ciel. C'est l'évasion. L'élévation au sens le plus littéral. C'est une métaphore d'une puissance. Ça nous montre que l'environnement, aussi brutal soit-il, n'a pas tué son imagination. Le rêve est toujours là, intact. C'est la trajectoire de vie qui a été brisée. Voilà. Le désir, lui, est resté pur. Et c'est pas juste les rêves qui sont brisés, c'est parfois l'identité même qui s'effrite. Un autre homme dit qu'il aurait voulu être advisor, conseiller. Il part dans une histoire un peu confuse. Un serpent qui aurait transporté 36 millions. On comprend pas tout, mais... On saisit l'aspiration à un statut. Oui. Et puis, il y a cet autre témoignage, peut-être le plus désarmant de tous. Un homme à qui on demande son âge. Et il répond « Je sais pas, il faudrait demander à mes parents, mais j'ai pas mon acte de naissance. » C'est terrible. Ne pas connaître son âge, ne pas avoir de papier qui prouve ton existence aux yeux de la société, c'est le symptôme d'une rupture totale avec le monde formel. C'est comme si l'État t'avait effacé. Du coup, il faut se reconstruire une identité ailleurs. Exactement. Et les outils pour ça, c'est les surnoms, Toby, Mombasa, c'est les affiliations, et surtout, la réputation que tu te forges dans la rue. Ton identité, c'est plus un droit de naissance, c'est un truc qui se gagne, qui s'arrache, souvent de manière brutale. Et cette réputation, elle repose sur un langage que tout le monde comprend là-bas. La violence. La violence. C'est la monnaie d'échange la plus fiable. Et elle est partout. On en revoit à Mombasa, le mafian pacificateur. On lui pose une question très perso. Quel conseil tu donnerais à ta petite sœur si elle voulait se lancer dans la rue? Sa réponse est glaçante. Ah oui. Il dit « La rue, c'est pas facile. Tu dois manger quelqu'un. Un rein. Si tu ne manges pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir l'esprit. » Manger un rein. C'est d'une violence. C'est une image terrifiante. Mais il faut sans doute l'entendre comme une métaphore. Manger quelqu'un, ça veut dire intégrer une part de cruauté en toi. Te déshumaniser un peu pour survivre dans un monde qui te déshumanise en permanence. C'est un rituel initiatique en quelque sorte. C'est ça. Tu dois sacrifier une partie de ton humanité pour t'endurcir. Devenir un prédateur pour pas être une proie. C'est le code de la rue, réduit à sa formule la plus crue, quoi. Et cette violence, elle n'est pas qu'interpersonnelle. Parfois, elle explose, elle devient collective. La source nous rappelle un événement, les manifestations EndSARS de 2020. Contre les violences policières, oui, ça a secoué tout le Nigeria. Et on apprend que Fagba a été l'un des pires foyers de troubles à Lagos. Des affrontements d'une violence extrême ont éclaté entre les communautés Oulou et Yoruba. Le bilan est lourd. Des morts, des pillages, des magasins incendiés. Si on s'en tient à ce que dit la source, on comprend que des tensions communautaires qui étaient là, latentes, ont trouvé un prétexte pour exploser. Un mouvement national a servi de détonateur à une bombe locale. Oui, le fait qu'un lieu de commerce, un lieu de vie, devienne soudain l'épicentre d'une guerre communautaire, ça montre à quel point le tissu social y est fragile. C'est une poudrière. Et de ce chaos est sorti un slogan, apparemment unificateur, « Plus de marché de Fagba ». C'est bizarre comme slogan, non? C'est très ambigu. Est-ce que ça veut dire « on veut la paix, on veut plus jamais revivre ça, donc plus de marché de Fagba comme champ de bataille ?» Ça, c'est une possibilité. Ou alors, est-ce que c'est un rejet total? Ce lieu est maudit, il est la source de nos malheurs, il faut l'éradiquer. L'expression d'un trauma collectif. Peut-être. La source ne tranche pas.
Et cette ambiguïté, elle est très parlante. La violence est aussi bien sûr très personnelle, et les femmes sont en première ligne. On a le témoignage d'Amina, une travailleuse du sexe qui vit là depuis plus de 10 ans. Elle raconte sa pire expérience. Un client qui refuse de la payer, 7 000 ou 10 000 naira, c'est rien, et qui la gifle, la bat. Et juste après, on entend une autre femme, une coiffeuse qui fait des dreadlocks. Elle se décrit fièrement comme une femme forte, et elle ajoute cette phrase, énigmatique et terrible. « J'ai brûlé 2 hommes ». Ces 2 témoignages sont cruciaux. Ils montrent la double peine que subissent les femmes. La vulnérabilité de la pauvreté qu'elles partagent avec les hommes et celle spécifique de leur genre. Mais ce qu'on voit aussi, ce sont des stratégies de résistance. Amina, malgré les coups, elle se bat pour son dû. Il y a de la fierté dans sa voix. Oui, elle ne lâche pas. Et la déclaration de l'autre femme « J'ai brûlé 2 hommes », qu'on la prenne au sens propre ou figuré, ça sonne comme un avertissement. C'est une affirmation de son pouvoir. Ne me cherchez pas. C'est ça. Je ne suis plus une victime passive. Elles se défendent avec les armes qu'elles ont. Et parfois, ces armes sont terribles. Alors, après tout ça, la survie, les rêves brisés, la violence, où est-ce que ça nous mène ? Vers la fin du document, on pose une question simple à un des hommes. De quoi t'aurais besoin pour ta vie change ? Et sa réponse est vraiment surprenante. Ce n'est pas l'argent. Ça, il l'écarte direct. Il dit « Je le finirai ». En gros, ça ne résoudra rien sur le fond. Voilà. Donnez-moi de l'argent, je le dépenserai et je serai de retour à la case départ. Non, ce qu'il demande, c'est un meilleur travail. Un meilleur travail. Mais c'est là que ça devient complètement déroutant, hein. Juste après avoir dit ça, il se tourne vers l'intervieweur et lui donne une série de conseils qui semblent contradictoires. Il dit « Ne leur donnez pas d'argent, ne faites pas leur lumière, donnez-leur la terre, ils la mangeront ». Ça part dans tous les sens. Et si cette confusion, en fait, c'était le point le plus lucide de tout le document ? C'est-à-dire ? Sa méfiance envers l'argent, elle est très révélatrice. Il sait que c'est une solution de surface, un pansement sur une jambe de bois. Quand il demande un meilleur travail, je pense qu'il ne demande pas juste un salaire, il demande quelque chose de plus profond. De la dignité. De la dignité, une structure, une place dans la société, une raison de se lever le matin, quoi. D'accord, mais alors, ces conseils contradictoires. Donnez-leur la terre, ils la mangeront. C'est d'un cynisme. C'est peut-être l'expression d'un cynisme appris à la dure. Il exprime une méfiance totale envers les solutions toutes faites, celles qui viennent de l'extérieur. C'est comme s'il disait le problème est si profond, si structurel, que vos petites solutions de charité, elles ne fonctionneront pas. Il est tellement imprégné par la logique de la survie immédiate qu'il ne croit plus au long terme. C'est possible. Sa réponse est un miroir parfait de la complexité du problème. Il y a un vrai désir de dignité, un meilleur travail. Mais ce désir est paralysé par la certitude que rien ne peut vraiment changer. Ils la mangeront. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu en suspens, finalement. Au milieu de ce chaos, de cette lutte de tous les instants, l'aspiration qui surnage, c'est celle à un meilleur travail. Pas à la charité, pas à l'argent facile, non, au travail. Et ça nous force à nous demander, dans un lieu comme Fagba, où tous les codes de la société semblent s'être effondrés, à quoi ça pourrait bien ressembler un meilleur travail ? Quelle forme la dignité peut-elle prendre quand tout autour semble l'avoir bannie ?